Bienvenue dans The Boys Club ASMR. Aujourd'hui dans tes oreilles, Panthéros. Salut tout le monde. On va pas faire ça comme ça pendant tout le temps. Ouais, non. Ça va être long. Il a fait ouais non. Real quick. Poteros 666. C'est ça encore ton Ouais, pseudo, toujours, quoi ouais, j'ai toujours le... Bah, de toute façon, c'est important, une fois que t'as choisi un pseudo, de le garder toute ta vie. Toi qui n'en as jamais changé. Ouais, non, mais je Évidemment. changerai jamais. Genre, je pense que tu le réinventes, tu vois, mais tu te dis pas, fais chier, c'est ridicule et tout. Parce que tu peux te dire ça au bout d'un moment, genre un jour, ton pseudo que t'as choisi à l'arrache, il te suit, il devient un peu de plus en plus gênant, et voilà, mais non, je pense que c'est à chacun de le réinventer, quoi. C'est quoi ta première adresse mail, Caramel par exemple? Bah, c'était Trivoc, qui était un anagramme de Victor. Oh. Il est fort. Victor Trivoc, étant ton vrai prénom. Et j'adorais Victor étant mon vrai prénom, et vu que je rêvais d'être trilingue. Oh. Chacun son kiff, hein, on démarre avec peu de choses, une petite boîte à outils. Et moi, c'était ma boîte à outils, c'était le voyage, le langage. Français, espagnol, anglais. Exactement. Voilà, ouais. je suis J'étais trilingue, là, mon genre, pote. Easy. Armé pour la vie. Est-ce que ça t'a beaucoup servi d'être trilingue? Si, ouais, Ouais, quand même. yes, si. Si seigneur. Je suis impressionnée là. Ouais, Je si, suis- c'est vraiment, j'adorais ça, ouais. Ok. Toujours aujourd'hui, ouais. Je suis très contente que tu sois là, Panthéros. Oui, c'est trop bien. Oui. Ouais, je suis content aussi à chaque fois que j'entre chez Mademoiselle. Oh, ça fait longtemps. Bah, c'est que ouais, mais tu ça me rappelle, il y a traînes plein, chez tu vois, Mademoiselle. c'est comme mon pseudo à plein d'étapes de la vie, je reviens ici. Oh. On est un peu ta constante. C'est un peu la caverne de la mer nourricière et du dragon, voilà, que je visite. C'est moi le dragon. À vous de choisir. Ouais. Moi, ça me Qui- dérange pas. Si tu veux C'est être le toi qui dragon, nous t'es le paye, dragon. donc t'es obligé d'être la mère nourricière. Ah, C'est souvent le dragon qui a le chéquier, tu vois. Ah merde, c'est pas moi le dragon. le dragon, il est assis sur l'or d'une manière générale. Dans Et les... comme Il t'as ton cache un portefeuille trésor. dans ta poche arrière, tu es assis sur le trésor de Mademoiselle, De ouf. qui est Tellement. faramineux. Énorme trésor. Un trésor sans contact, comme le paiement d'aujourd'hui. De marque Visa. Comment vous voulez récupérer le trésor sans contact ou... Vous voulez une facture pour le trésor? C'est 30 € maxi sans contact. Hein, donc, Ouais, ça va être long. Ça va être long. Pour récupérer nos milliards de l'argent du féminisme. Exactement. Mais c'est sur Mademoiselle que je t'ai découvert en plus, puisque à l'époque, pour les auditeurs et auditrices les plus fidèles qui se souviennent, tu étais Camelto dans une vie antérieure sur Bah, Internet. c'est Fabrice qui m'a lancé, hein. Il est fort pour ça. Ah, ça, je le dis à chaque fois, c'était... je faisais les vidéos dans mon coin, tout seul dans ma chambre, parce que les révisions, c'était too much. Et que du coup... et qu'aux États-Unis, tout le monde commençait à faire des vidéos sur YouTube. Et nous, avec mes potes, on avait un blog où on faisait de la poésie. Moi, je faisais genre de la poésie macho, justement. Genre, vu que j'étais fan de Nanar et de Bruce Willis et de films d'action, je faisais que des trucs comme les romans SAS avec genre... le cylindre brûlant, touche ton téton encore souillé par la mousson Vietnam, tu vois, genre, des trucs comme ça, j'adorais ça. Juste ça pendant des pages et des pages, et personne lisait, mais c'était cool. Et du coup, je me suis dit, autant que je fasse un truc plus live, plus incarné, plus charnel, allons-y pour la vidéo. Et du coup, j'ai commencé à créer des personnages, dont Camelto, qui a le mieux marché, parce que les gens, ils avaient un problème avec l'islam et la littérature, qui continue toujours aujourd'hui. Alors trop déjà, loin. rappelons pour les gens qui peut-être ne savent pas que le concept de Camelto... Ouais, je vais te laisser présenter Camelto, je pense que tu le feras mieux. Bah, que moi. Camelto, moi c'était à l'époque j'y vais à la campagne à côté de la frontière belge et j'allais acheter du shit à ce qu'on appelle des lascars ruraux. Donc c'était vraiment des mecs en jogging. Aujourd'hui c'est la mode, tout le monde porte du kappa, du fila et tout. Mais à l'époque c'était un genre de marqueur social visible quoi. T'étais en jogging, c'était dans le nord, c'était dis donc, tu vas pas beaucoup à l'école, toi. Et du coup, j'allais acheter ça et à chaque fois, les mecs me résumaient des films, en fait. Et un jour, il y a un mec qui m'a... Et du coup, je squattais, tu sais, comme tu vas acheter du shit et on était en scooter. Je faisais 20 minutes de scooter dans un autre patelin pour aller récupérer mon petit magot psychédélique. Et du coup, il me racontait des films et un jour, il y a un gars, il m'a dit... il me parlait de Payback de Mel Gibson, où c'est Mel Gibson qui se fait capturer son fils. Il m'a dit, et là, tu vois, soit il récupère l'argent, soit il récupère son fils.
Et là, tu vois, Mel Gibson, il regarde la mallette, il regarde la photo de son fils et il interroge sa cupidité. Et c'est quand j'ai entendu interroger sa cupidité que j'ai dit superbe. Je vais parler de bouquins comme eux, pas de films d'action, mais de bouquins de littérature française et étrangère sur Internet. Et c'est Fab qui a fait trop drôle, voilà. Et c'était sur Dailymotion. Et du coup, après, il m'a présenté à tout son réseau, qui était un mec chez Dailymotion. Et j'étais en official content. Waouh! Voilà, on pesait comme on pesait à notre manière, quoi. Avec le Fab qui dénichait ses talents sur Dailymotion. Voilà. Et après, j'ai continué et puis j'ai arrêté parce que humoriste, comme choix professionnel, c'était pas vraiment ce que j'imaginais faire. Et que... Pourtant, Camelto, c'est extrêmement drôle. Ouais, je sais. Mais c'était sur le moment. Tu vois, t'as décidé de... C'était une excitation sur le moment. Et après, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, à mixer, tous les gens ils me faisaient « Ouais, Camelto » quand j'étais derrière les platines. Et j'étais là, putain, du coup, qu'est-ce que c'est quoi ? En plus, c'était l'époque de Flight of the Conchords et tout, où tu mélangeais musique, humour. Et du coup, quand je faisais un morceau, je passais des mois à faire un morceau. Les gens, ils pensaient que c'était une blague. Tu faisais un morceau très premier degré, pour le coup. Ouais, en fait. Et du coup, j'étais trop jeune dans ce flou entre le premier et deuxième degré, genre, mais est-ce que t'es sérieux, est-ce que t'es drôle ? Et la nuit, t'es sérieux, t'es drôle ? Ça jouait au ping-pong dans ma tête et j'ai dû tuer Camelto. Oh, c'est tragique. Ouais. J'espère qu'un jour on lui fera des funérailles avec genre des avions et des gens qui tirent au fusil parce que vraiment il me manque. Bah déjà, on va mettre un extrait de Camelto audio parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de l'image. Surtout que l'image, tu l'avais fait tu le faisais avec ta webcam et ton ordi, si tu veux. Ouais. Donc vraiment, il n'y avait pas de micro. Ça n'existait pas à l'époque. Ouais. C'était comme genre comme si je faisais mon propre whisky dans ma cave et que maintenant il y a des supermarchés avec 15 marques différentes, tu vois. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand tu présentes les livres, l'image est inversée. Ouais, je savais même pas. Ah là là, parce que les webcams, ça filmait en miroir. Ouais, bah, et du coup... sorry, hein. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est la preuve que quand le fond est bien, même si la forme est perfecte. Et foireuse, ouais, c'est clair. Et bah, ça marche. Ouais. Voilà, viens, salut, c'est Camelto là, c'est reparti comme à la guerre du feu. On attaque avec un putain de classique sa mère, Don Juan de Molière. Gros, je te dis, ce bouquin, c'est la mayonnaise. Non, mais après, ça m'a ouvert plein de trucs. Du coup, il y a plein de gens qui se souvenaient de ça. Et bon, bah voilà, maintenant, je bosse sur des scénarios de long métrage. Ça m'a amené à ça où j'ai gardé ma verve de dialoguiste. Sauf qu'après, t'apprends à construire un récit, raconter une histoire et tu sors de la vidéo YouTube. Ça me plaisait pas trop. Je voulais faire un truc plus artistique. Et c'est dur de faire de l'art sur YouTube, je trouve. Pourquoi tu dis ça ? Bah parce que soit tu fais des vidéos YouTube et tu fais des millions de views et tu parles du quotidien, mais c'est pas de l'art. Tu partages de l'expérience. Et soit tu fais de l'art et tu fais des vidéos étranges avec 3 vues. Après, je sais pas, j'ai peut-être un juste milieu. Bah je connais pas ce juste milieu. De side YouTube, les trucs chelous, les YouTube poop, les machins hyper absurdes et tout, ça fait plein de vues. Moi, j'ai jamais compris, mais... Ouais, mais c'est rendu... Ça a été tourné en forme d'art internet. J'adore le digital art, etc. C'était ma galerie à moi, quoi. Mais du coup, ça devient de l'art que parce que tu le considères comme une œuvre d'art, que ça peut être de l'art. Tu comprends ? Ouais, bah wow. J'ai fait ES. Il est fort. Avant de partir dans un débat sur qu'est-ce que l'art, j'aimerais qu'on débatte du sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, qui est: ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Déjà, je m'étais jamais vraiment posé la question, vu que moi j'ai toujours été 100% homme et ressenti comme homme. Donc j'ai jamais eu de pulsion de devenir, enfin je sais pas, de me sentir femme ou d'essayer d'exprimer une féminité. En tout cas, intérieurement, je me pose plein de questions, comme est-ce que je suis drôle, est-ce que je suis sérieux ? Est-ce que c'est de l'art ou pas ? Ouais, est-ce que c'est de là, ces trucs-là, ouais, ça me hante. Mais le truc de féminin, masculin, pas vraiment. J'ai toujours été... En fait, alors déjà, pour faire une petite chronologie, j'ai toujours porté des vêtements bizarres. Et des vêtements de femme, d'ailleurs, justement. Même quand t'étais ado et tout ? Alors, ado, non.
c'est un concept qui est venu plus tard, où je trouvais que les vêtements de mec étaient vraiment trop relous. C'était, t'allais dans les magasins, t'avais un jean, 2 pulls, et chez les filles, t'avais plein de trucs colorés partout. Et moi, du coup, j'étais là, genre... les filles, bizarrement, ont beaucoup plus de manières de s'exprimer qu'un homme. Même si c'est pas le cas, ou alors je sais pas où ça subit... en termes de diversité, on a vachement plus le choix, ça c'est sûr. Et puis, maintenant, on peut mettre des pantalons, donc ça c'est cool. Mais vous pouvez pas encore trop mettre des jupes. Mettre des jupes, mais ouais, mais moi, franchement, j'ai même les jupes, je suis chaud. En fait, j'ai un genre de kilt que j'ai acheté un peu gréco-romain. Et il est dans mon placard, et je sais que tout ce qui va dans mon placard, je l'assume pas trop, et un jour je le sors, et après je l'inclus à ma garde-robe, et ça va. Mais après, ça... Donc je sais que j'ai porté plein de... Genre j'ai eu mon époque slim de meuf, H&M, Divided. D'ailleurs, c'était l'époque où ton street style, non, c'est ça? T'as j'ai un street style, voilà, slim de femme. Slim de fou, quoi. Slim de milf. Ouais. Ils étaient trop bien. De milf. Ouais, si. Parce qu'ils étaient un peu dans des matières, tu vois, parce que sinon, ils étaient un peu larges, vu que, tu vois, j'ai un corps rustique, tu vois, je suis plus un poney qu'un japonais tout fin. Je suis plus un poney qu'un japonais. Donc j'ai dû porter le slim, mais qui convient à un corps rustique d'homme du Nord. Ok. Donc j'ai eu ça. Ouais. Où je pensais que c'était totalement... Mais après, c'était pas du tout un truc genre expression de féminité. Hein. C'était juste qu'il y avait des fringues plus marrants. Tant que ça rentre dans les 2 jambes ou le corps... mais c'est une forme d'originalité, parce que t'expliques dans le street style justement que les gens, ils te regardent chelou. Et que ils pensent que c'est une démarche justement sur l'étude de genre et tout. Mais en plus... Je sais pas. Après, moi, j'ai fait 2 ans d'études en Angleterre, et j'avais plein d'amis qui faisaient des gender studies. Où en fait là-bas c'est une vraie discipline universitaire avec des gens qui réfléchissent là-dessus, et c'est un sujet de recherche, tandis qu'en France ça reste genre un problème. Il y a quand même moi j'avais des cours d'études du genre à la fac, il y a quand même des cursus cursus moins, 100% ça. Ouais, il y en a. Okay. Mais c'est inclus dans des trucs type sociaux, pas qu'il a... des machins comme ça. T'as quel âge toi maintenant? 32. Ah ouais, on a 5 ans d'écart. À 5-6 ans d'écart, à mon avis, ça joue. Il y avait peut-être moi, j'avais jamais rencontré, tout le monde disait, je me souviens quand toute ma promo française, on s'est retrouvés en Angleterre, tout le monde était là, mais c'est quoi un gender studies? Et t'avais les Anglais qui faisaient, it's about gender, you know, like, if you feel like a girl or a man. Et tout le monde était, je comprends pas. Le monde a bien changé. Ouais, du coup, il y a eu un petit coup d'éponge magique sur ce sujet en France, donc ça c'est cool. Mais moi je me souviens, du coup j'étais là, alors tu fais du gender studies, c'est quoi, vu que j'étais fan de sociaux et que là-bas ils étaient beaucoup plus open sur ces sujets de bisexualité, de transgenre. De toute façon les Anglais c'était un peuple plus ouvert. Du coup là-bas quand je mettais des slims de Zouz, qui est une insulte d'ailleurs, peut-être maintenant faut que je fasse gaffe. Non, Zouz, ça va. Ça va. C'est comme meuf, ça dépend du contexte, quoi, ouais. Non, je sais pas, t'as pas dit des slims de salope, tu vois. Non. Non, ça bizarrement. Je fais des erreurs, je suis là, des fois je dis des mots, je fais est-ce que c'est une micro-agression ou pas? Mais en fait, ça va. Ok. Compte sur moi pour mais moi j'adore. Si besoin, mais je te vois mal me micro-agresser pendant ce podcast, ça devrait bien se passer. Je pourrais, tu vois, moi j'aime bien être... Il faut un shérif dans cette ville. Et c'est pas moi. Si t'as une moustache, t'es obligé d'être le shérif. Non, je suis le mec qui vient piquer des chevaux, moi. Mais sinon... Et ouais, donc du coup j'étais assez familier, je me suis familiarisé tôt avec le truc de gender studies. Du coup, quand tous ces trucs sont arrivés en France, je disais enfin. Parce que genre j'avais un transsexuel dans ma classe qui était un pote en Angleterre. En France, personne parlait de ça encore. Maintenant, tout le monde fait un foin, voilà. Métaphore filée du cheval, de l'étable. Et du poney, tout ça. Du poney japonais, ça va continuer du coup. Donc aujourd'hui, tout le monde fait un foin avec ça, mais genre dans un de mes cours, j'avais un transsexuel indien. Et le prof, le premier jour où il fait l'appel, il fait Shahrukh Baranjan, tu vois. Putain, merde, j'ai fait un accent. Ou alors tu l'as bien prononcé. Voilà, donc Shahrukh, je sais plus quoi.
Et là, le gars a fait « I'm sorry, my name is Sandy ». Et là, tout le monde a fait « Hello Sandy » et tout. Et le prof, il a fait « Ok », il a barré son nom, il a mis Sandy, c'était fin de l'histoire. Et j'étais là genre « Waouh ». C'est si simple. Ouais, c'est si simple. Donc quand on parle de gender, j'ai fini mon intro, c'est pourtant si simple. Voilà. Et c'est la fin de ce podcast. Merci à tous. Être un homme, c'est simple. Oups. Ok, donc t'es devenu cet être libéré de toute convention qui s'achète des kilts gréco-romains et qui met des slims de meuf. Mais à la base, tu disais que par exemple, quand t'étais ado, tu n'avais pas cette liberté. T'étais comment comme jeune homme, comme jeune garçon, on va dire? Alors, j'ai aimé le métal quand même. Ouais, je dirais même que t'étais quoi quand t'étais un petit mec? Un petit garçon. Un petit gars. Ouais. Ouais, j'étais un petit gars. Un petit gars du Nord, là. À quoi tu ressemblais? Un petit gars, ouais. Alors, moi, ma rhum, elle kiffait nous habiller. Genre, bien la Redoute. Un petit frère. Okay. Et la Redoute, tradie du Nord, quoi, tu vois, la vente par correspondance. Du coup, on avait le droit de choisir un vêtement tous les 3-4 mois, un truc comme ça. Et je sais que moi, j'aimais bien porter des salopettes, des jeans bleus, quoi, le jean brut, un petit pullover basique, shoes bateau. Elle voulait pas trop qu'on ait des baskets, que ça s'usait trop vite. Et il y en a qui avaient des baskets inspirées des dessins animés japonais. Et moi, elle disait non, c'est des chaussures en cuir. Donc j'ai été ce petit gars-là, avec les cheveux tout plats. Après, j'ai essayé de mettre du gel, c'était nul. Après, j'ai écouté du métal. Mais pareil, mes parents, ma mère était pas trop chaude à l'idée que je mette des baggy et tout. Donc c'est pas que j'ai pas eu la méga liberté de porter n'importe quoi et dire allez vous faire foutre. Parce qu'en fait, j'écoutais ce que mes parents me disaient. J'étais là, bon, comme une maman ours, elle doit dire c'est bien pour son enfant, tu vois, de pas sortir la nuit. Donc du coup, je mettais pas trop de baggy hardcore. Mais du coup, après, j'ai eu l'affirmation à l'adolescence, c'était plus genre... j'écoutais du métal, donc dans ma chambre, j'avais des posters avec des mecs avec des boucles tressées, des lentilles noires, des piercings partout, torse-poil, avec des épingles dans les tétons, quoi. Mais c'était un style musical avant tout. Comment ça se passait avec ta bande de potes? T'avais une bande de potes au collège? Ouais, carrément, ouais. Ça se passait. Bah, j'étais très cum en plus, quoi. Genre, j'osais pas trop parler aux meufs, j'ai l'impression que je me ridiculisais à chaque fois. T'étais introverti, un peu timide? Bah alors, pas introverti. J'étais ce mec qui, quand il fait une blague en cours, les profs se marrent. et du coup, des blagues de daron, tu vois, genre sur l'histoire. Ah bah, c'est pas Mussolini qui aurait fait ça, hein. Tu vois. Donc pas introverti en effet. Si de temps en temps je balançais, tu vois, un peu genre Yang Baffy, tu vois. Quoi? Yang Laurent Baffy qui balance des blagues en plateau de temps en temps quand il en a. Mais personne riait limite, sauf genre le prof ou j'avais même pas de pote nerd, il s'en foutait. Ouais, mais sinon non, pas introverti. Si, par contre, dès qu'il fallait parler de nana ou parler des choses, genre avouer ses sentiments, dire je t'aime, machin, c'était infernal, quoi. J'ai vraiment pas pu réussir. Jamais? Ah non, c'est venu après les études en fait. Quand je suis arrivé en Angleterre où j'ai compris genre vas-y mec, prends ton mojo en main et tout. Et ils étaient comment tes potes, ta bande de petits mecs? Bah on écoutait Pink Floyd, Slipknot, on écoutait des ouinges. Et on fumait des ouinges. Mais vous parliez des fois? Non, jamais de trucs de meufs et tout. Jamais de... Moi j'osais pas, ouais. De sentiments. Ah non, pas du tout. Ouais. D'ailleurs, j'en parle souvent, c'est un sujet que j'explore maintenant en me disant en fait, ce truc-là, c'était pas normal et maintenant, tout est sur le thème du Show Me Love, comme cette super chanson de Robin S. Tu l'as pas? Non. Je l'ai, You got to show me love. Tu vois pas? Je suis très très inculte. Tu te dis c'est juste une espèce de chanson mainstream pourrie, alors qu'en fait, toutes les choses simples de genre dire je suis triste, je suis stressé, je t'aime et tout. J'ai vachement eu grave de mal à les dire, quoi. Ouais, c'est mon mood du moment.
ma vie. Ah si, je l'ai. Bon son des années 90. Voilà, ça c'est les émotions, les mecs. Écoutez bien. N'ayez pas à rougir à dire je t'aime. J'adore ce moment. Ouais, ça me rappelle mes 15 voilà, ans. Du coup, j'étais là. Ah, mais en fait, toute mon enfance, je l'ai pas du tout passé dans le Show Me Love. Ah, bah oui. Et tu te rattrapes du coup? Bah, j'essaie. Après, tu rattrapes pas une enfance. Après, j'ai juste eu des actes manqués où, par exemple, pendant tout le primaire, j'étais amoureux de la même meuf. Et tous les jours, je me disais, demain, je vais aller la voir et je vais lui dire, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et j'ai jamais osé. Et voilà. Pourquoi tu dis des actes manqués alors? Bah, parce que Ah oui, si on était dans un mélange entre Donnie Darko et l'effet papillon, je pourrais revenir dans mon corps d'enfant. Ouais, mais ça tourne mal après. Après, ouais, ça finit jamais bien, ces conneries. Ouais, je finis en tôle. T'as l'effet papillon, ce film. Flashback. Flashback. Voilà, mais du coup, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Bah, j'apprends est-ce que ça répond à tes questions? Oui. Ou... Il n'y a pas de mauvaise réponse à mes questions. Ouais, non. C'est ça qui est bien. Mais après, non, je sais que j'ai toujours été super pudique quant aux sentiments, mes velléités amoureuses. Et t'avais pas de copine fille? Pas trop, non. J'avais pas trop. Je partageais. En fait, je parlais que de musique, que de batterie. J'étais fan de batterie. Et des blagues. Sur Mussolini. Ouais, ou sur des... Sans être un super bon élève, j'adorais ce qu'on apprenait à l'école. Mais... Ouais, t'as un petit côté nerd, en fait. Ouais, j'avais un côté nerd, vraiment, en fait. Je m'en rends compte maintenant. Mais à l'époque, le mot nerd n'existait pas. Oui, et du coup, j'étais nerd, mais rebelle. Du coup, c'est un truc assez étrange. Normalement, t'es nerd, t'es dans ton coin, t'as un pantalon blanc, les gens, ils t'éclaboussent, ils disent dégage et tout, tu vois. T'es au courant et soit t'acceptes ta condition, soit tu te révoltes. Tu te révoltes. Mais non, du coup, genre j'étais... Ouais, j'arrivais pas trop à aller... J'étais pas courageux. Hein. Niveau des relations amoureuses, hein. En tant que mec, tous mes potes, ils se tapaient des meufs. Je disais, mais comment ils font? Ils envoient des textos. Quel genre de textos ils envoient? Et tu leur demandais pas? Non. T'as jamais dit à un pote, vas-y... Ah non, c'était genre, démerde-toi, c'est à toi de faire l'expérience de ça. Personne n'en parle, personne m'en parlait. C'était genre, ouais, l'omerta, la Corse des sentiments. C'était genre, tout le monde avait eu le mémo de comment pécho, et toi, tu l'avais pas eu, et du coup, personne n'avait te le filer, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si ça vient d'une espèce de compétition, jalousie, et du coup, toutes les meufs que je disais, putain, elle est pas mal... Elle est drôle et tout. J'avais toujours un autre pote qui chopait la meuf avant WAM, mais j'étais là genre merde, encore raté. Il y a un peu aussi, je trouve, une non-éducation culturelle forte dans le Nord, où les darons, on leur a pas appris. Enfin, tu vois, vraiment le truc de les darons qui vont, tes grands-parents, je sais pas ce que ton grand-père faisait. Est-ce qu'il était à la mine ou non, il était ouvrier? Non, il était architecte. Ah oui, Et mon arrière-grand-père, il construisait des églises. Putain. Alors c'est pas la mine, hein. On vient de la haute. Architecte d'église, ouais. Du côté de Monsieur Totor. D'accord. Bon, après, ils ont bien mangé le sable dans les années 70. Quoi? Non, dans ma famille, genre, ils ont... il y a eu des architectes, des trucs ingénieurs, quoi, mais après, ils ont tous fait faillite horrible, quoi. Typique histoire du Nord. Donc après, tu passes d'une grande famille à mon grand-père qui vit dans son bureau parce qu'il a des millions de dettes et tout, quoi. Mais après, c'est peut-être ils ont peut-être un côté dans le Nord où ils sont assez secs et on parle pas de ça, tu vois. Du coup, j'étais fasciné par justement des mecs de Marseille qui disaient putain, qui allaient voir les meufs, qui étaient hyper à l'aise et tout. J'étais là genre waouh, c'est un être, il rayonne de sexualité, incroyable. Il était dans le décor, ton père? Parce que t'as parlé de ta mère, mais pas de ton père. Il était avec. Ah, mon père, c'était assez chelou. Je les ai jamais vus s'embrasser, mes parents. Du coup, j'étais dans une no love zone quand même, on va dire. Il y avait pas de show me love dans toute la MIF, quoi. Non. Ok, mais ils vivaient avec. Enfin, tes parents, ils étaient pas divorcés ni rien, ils vivaient avec. Alors, vous, ils ont attendu j'avais un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. Ils ont attendu que j'ai 18 ans pour divorcer. Ils ont attendu. Ouais. Ok.
ils dormaient pas ensemble trop, ils s'engueulaient tout le temps pour des histoires de thunes, machin. Donc on va dire que l'amour avait déserté le foyer depuis longtemps. Il est poète, putain. Quoi ? Non, il parle bien. Il est poète en toutes circonstances. Et c'est quoi ta relation entre ton père et toi ? Que du débat. C'est Pascal, l'heure des pros. Avec Pascal Pro, c'est trop nul. Putain. On fait... c'est C8. On fait que s'engueuler sur des sujets de société. Et moi, je me suis toujours très vite opposé à mes parents. J'étais là, arrêtez de vous engueuler. Vous faites chier. Tout le temps. Du coup, j'ai eu une espèce de culture où je montais au créneau entre mes parents qui s'engueulaient. Du coup, j'étais plus genre, quand les gens s'engueulent pas, c'est cool. Mais après, il n'y avait pas trop de hugs, de bisous, de si ma mère m'appelait mon chéri quand même et tout, quand même. Donc non, rien de grave, tu vois, mais c'était pas... quand je voyais des gens qui avaient des familles qui avaient l'air hyper fonctionnelles, je me disais, la mienne, rien de grave, mais elle est quand même dysfonctionnelle. Où ils avaient, je sais pas, un double garage, une maison de vacances, un labrador. Surtout que dans le Nord, t'as ce modèle-là, tu vois, du bourgeois du Nord, où en apparence tout va bien. La maman à la maison, elle bossait parce que mon père, il galérait. Qui attend, ou le père qui part avec sa mallette et qui fait un bisou et tout, vraiment les années 60, quoi. Il y avait ça qui vivait encore, j'étais là genre, waouh, ça doit être trop bien d'être dans une famille comme ça. Et en fait non, pas du tout, hein. Mais voilà. Et ton frère, il en disait quoi ? Mon frère, lui, disait rien. Ok. Ouais, lui, on n'a pas trop débriefé de ça, c'était juste relou les parents. Et c'est tout, mais moi je m'impliquais tout le temps et lui pas trop. Voilà. Et c'est quoi votre relation ? C'est quoi ta place de grand frère par rapport à ton petit frère ? Au début, la relation elle est devenue chelou vers le lycée et l'adolescence. Où en fait, on kiffait pas trop les mêmes trucs du tout. Tu sais, quand t'es enfant, tu joues, on fait des cabanes, tu prends des bâtons, tu les enfonces dans des merdes de chiens, tu te marres et tout. Donc ça, ce côté-là, nickel. Tout ce qui est enfance. Du roller, du skate, faire chier un scarabée, voilà. Et après, vers l'adolescence, moi j'étais plus dans le délire, de toute façon, genre faux rebelle, tu vois, où j'écoutais que des groupes des années 70 ou du métal. Du coup, tous les gens, genre les beaux gosses du lycée, j'étais là, genre, trop nul. C'est des moutons. C'est avec leur polo Ralph Lauren, ils ressemblent tous à Leonardo DiCaprio. Moi j'avais déjà plein de poils, un gros cul. Rustique, quoi. Comme rustique, le poney versus les japonais. Quelques nano-traumatismes comme ça, genre je me souviens qu'il y avait eu le livre, le FHM. Oh. Un FHM qui était sorti, ça existe encore ou pas ? Je pense pas. For Him Magazine. C'était le magazine, l'un des tout premiers magazines masculins, je pense, d'ailleurs, FHM à l'époque. Ouais. C'est arrivé avec la folie Leonardo DiCaprio et tout. Il y avait tout le temps des meufs bonnes en couverture. Ouais. Mais c'était assez série, genre Buffy et tout, je pense. C'était pas non plus... Enfin, c'était assez jeune. Les jeunes voulaient regarder ce qu'il y avait dedans, quoi. Et c'était... Eh bien, les poils, c'est horrible. Et pile quand j'ai lu l'article, j'avais le corps couvert de poils. Voilà. Et du coup, est-ce que t'as commencé à complexer sur tes poils ? Ou est-ce que t'as dit c'est un truc de mouton, je m'en fous ? Alors, les deux, j'étais partagé entre les deux. Et au final, après, ça m'a complexé, du coup, ça m'empêchait encore plus de faire des moves avec les meufs. Et après, je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait, qu'on vivait dans un monde merveilleux où chaque clé trouve sa serrure. Mais sinon, avant, j'étais pas sûr de ça. Quand est-ce que t'as découvert que chaque clé trouve ça ? En fait, comment tu passes de toi qui parle pas de sentiments et qui ose pas parler à une meuf à toi maintenant qui a l'air quand même vachement épanoui et à l'aise avec toi-même et qui disrupte plein de trucs. C'est l'Angleterre. Ouais, il y a vachement eu l'Angleterre, réussir, faire les études que je voulais faire et seul tout. On va dire. Enfin, le fait que j'ai réussi à faire les études, faire de la musique, seul tout, genre en connaissant personne, genre juste vraiment avec un ordinateur Acer, des tutos
plein de temps passé et une bibliothèque. Et du coup, une fois que je me suis dit ça, j'ai vraiment pété un coup. Je me suis dit, bon, bah vas-y, maintenant ça va, zut. Zut alors. Comment ça s'est passé, du coup, ta première meuf? Est-ce que tu t'es fait draguer ou est-ce que t'as été draguer une meuf? La toute première, genre smack et tout, d'enfant? Ce que tu veux. Ça dépend ce que tu mets derrière ta première meuf. Alors moi, j'avais une stratégie qui était hyper nulle, que j'avais appelée tout seul dans ma tête, la stratégie du renard. J'ai l'impression qu'on est dans Naruto, putain. Ouais. La stratégie du renard, où je me disais, il faut que... Vu que j'avais une facilité à faire des blagues, j'ai là, genre, je fais rire la meuf, comme ça t'entendais, meuf qui rit à moitié dans son lit. Sauf que moi, je suis resté bloqué à 50% hyper longtemps. Et à chaque fois, genre, dès qu'il fallait, genre, j'étais pas à l'aise pour danser et tout, tu vois, genre, être hyper caliente, toucher les nanas, être genre tactile, même après en boîte de nuit et tout. Comme ça, j'étais trop pas à l'aise, genre, je voulais avoir... une grande discussion romantique avec la meuf et faire mon move après avoir fait quelques verres, vraiment. Je pense que c'était ça ma vision de la séduction. Et donc, du coup, la première, en fait, c'était génial. La première, c'est une Anglaise qui m'a sauté dessus en fin de soirée. Voilà. Et t'étais content? Ah, c'est incroyable. Le feu d'artifice à 19h à Euro Disney. Est-ce que ça t'a débloqué? Ouais. Le fait j'étais là, putain, en fait, c'est aussi simple que ça, et voilà. Je m'étais fait une montagne d'un truc simple. Hein. C'est ça que tu réalises aussi. Comme ce que j'avais dit précédemment dans l'intro. Tout est simple. Tout est simple et nous vivons dans un monde merveilleux. Ouais. Ok, du coup, il y a l'Angleterre qui t'a décoincé. Ouais, parce que si l'Angleterre aussi, c'était... c'est aussi les études supérieures, tu vois. Après, j'ai fait maternelle, collège, lycée dans le même truc. Ça te sort un peu de ton univers, quoi. Bah c'est ça ouais. C'est franchement, les études supérieures, pour plein de gens, c'est là où tu te décoinces quand même. C'est vraiment fait pour. En plus, il y avait... Moi, j'avais galéré 1 an de prépa avant d'arriver là-bas, où je suis pas sorti pendant 1 an. J'ai fait que lire des bouquins, du coup, j'étais chaud, quoi. Chaud pour la vie. Chaud. Et puis j'étais fan de l'anglais, vu que j'adorais les langues étrangères. Du coup, j'étais love de tout, quoi, là-bas. Donc, je pense que j'étais dans une attitude love. Et quand t'es comme ça, les choses viennent à toi, tandis que quand ça se voit que tu te prends la tête, que tu réfléchis trop et tout, tu fais fuir l'amour potentiel. J'ai l'impression. Quand t'inventes Camelto, moi j'ai l'impression que tu reprends à ton compte des codes de masculinité très... Enfin, tu vois que, comme tu disais, c'est Lascar ruraux, là, ont mis en place. T'as cette sensation-là, toi, à ce moment-là, que tu prends ces codes de masculinité-là, que tu les transformes en autre chose, en fait? Non, pas du tout. Non, moi, c'était un processus d'imitation. Mais il n'y avait pas du tout de réflexion c'est pas moqueur du tout, comique d'ailleurs. là-dedans ou moqueur, c'était vraiment un processus d'imitation où je trouvais ça marrant de faire d'unir 2 mondes. Mais ça s'arrêtait là, c'était vraiment très simple. Et voilà, du coup aussi, on va dire que le monde des meufs, après si l'autre meuf, quand je voulais vraiment me dépuceler, vers 15 ans, j'étais là, bon, quand même... tout le monde en parle, ça commence à être gênant, voilà. J'ai été saisonnier, où je louais des vélos sur une petite île, l'île Dieu. Et du coup, là, j'étais tout seul. Et je me suis dit, bon, voilà, on est le 1er juillet, si fin août, t'as pas Ken, t'es un gros bolos. Et du coup, là, Ce qui est vraiment... Tu t'es auto-mis une deadline, quoi. Ouais. Je sais pas d'où c'est venu, mais j'étais là, genre... Après, j'étais comme un taré aussi. J'étais totalement obsédé par ça, quoi. Je matais des culs toute la journée, j'en pouvais plus, je voulais savoir, toucher et tout, quoi.
Et du coup, t'as pécho. C'est pour ça que je dis, je suis genre 100% cum là-dessus. J'ai jamais voulu étreindre un homme et tout, tu vois, et l'embrasser encore. Je trouve ça normal, mais je me suis posé la question, même à ces moments-là, vu que j'étais là, genre putain, tous mes potes, ils arrivent à pécho des meufs. Et moi, j'arrive pas à conclure, quoi. Du coup, peut-être que... Parce que je suis pas fait pour ça aussi, quoi. Mais j'avais pas l'attirance physique, par contre, pour les mecs. Et ouais, j'ai réussi. Comment t'as fait ? Comme d'hab, c'était un accident. J'ai glissé. C'est dingue, hein. C'est vraiment que accidentel, la vie amoureuse au début, quoi. Alors, comment j'ai fait ? C'est assez drôle. J'ai une manière de raconter cette anecdote qui est un peu Hercule et les 12 travaux d'Hercule, quoi. Ok. C'est-à-dire, vu que j'étais saisonnier, j'étais là pendant 2 mois. Et sur l'île, t'as toutes sortes de touristes. Donc, t'as genre les touristes Jebourg de Paris. Donc, c'est plus des nanas un peu genre Domiti, Cato avec le pull sur les épaules, Serre-tête Cyrillus, qui vont un peu s'encanailler en piquant une bouteille de rosé, une Philippe Maurice à leur daronne et aller faire des feux sur la plage. J'en connaissais. Après, t'avais plus les touristes qui jouaient du djembé et qui étaient en sarouel. Et t'avais la 3e catégorie qui était les autres saisonnières. Donc qui étaient d'origine plus modeste. Désolé, j'adore parler du background sociologique. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est dans ma matrice. C'est ton kiff. Hein. Et du coup, j'étais là, voilà les 3 grands... les trois grands types de population féminine, je sais pas pourquoi. Et du coup, je passais des soirées où je me disais avec laquelle je vais pouvoir construire un truc et passer à l'acte sexuel, quoi. Et en fait, ça a été que des petits trucs à droite à gauche. Et il y avait une nana qui était caissière. Et à l'époque, maintenant, c'est cool les Air Max et tout. Mais elle était vraiment en Air Max avec des fûts en lycra, genre hyper look auto-tamponneuse, vachement. Elle parlait que de son taf de caissière. Genre, aujourd'hui, on a eu une embrouille au rayon bonbons et tout le temps. Du coup, je l'écoutais parler des heures de ça et j'étais là, waouh. Moi, je voulais juste parler de musique et tout, comme d'hab. Mais du coup, on s'embrassait. Et du coup, quand on s'embrassait, c'était cool. Tu vois, c'est ce genre de truc où t'as 2 ados qui ont rien à voir, mais du coup, ils se galochent quand même. Et entre-temps, ils essaient de remplir avec ce qu'ils connaissent et s'intéressent pas du tout l'autre. Donc moi, je parlais de batteur de jazz, alors qu'elle me parlait d'embrouille sur un pack de crocs qui passe mal à la caisse et t'as 20 centimes de différence, tu dois aller voir ton supérieur et tout. Et du coup, au final, c'est ça. Du coup, on a cassé parce qu'on s'intéressait pas. Et je suis sorti avec plein d'autres meufs vite fait l'été, comme ça. Et en fait, le 2e jour avant que je reparte et que la saison était finie, je reçois un texto et elle dit « Est-ce que tu veux qu'on se rencontre dans un lieu insolite ?» Ça donne envie. Voilà. Et là, j'étais putain, crise d'asthme et tout. Parce que là, c'était vraiment un appel à... Crise d'asthme et tout. Vu que j'étais saisonnier, on devait avoir les portables dans un petit tiroir que le patron gardait. Et là, tous les employés ont vu les SMS sexy qu'on s'était envoyés avant de se retrouver. Et du coup, tous les employés, quand je suis parti, ils se sont tous mis en randonnion derrière moi. Ils m'ont applaudi en faisant « Allez !» Le patron, il est venu me voir, il a tiré mon œil, il a fait « Demain matin, quand tu reviens au bureau, quand t'embauches demain matin, je vais voir un point rouge dans ton œil. » Et je fais « C'est quoi le point rouge ?» Il fait « Ça veut dire que t'es sur la réserve. » Mais quoi ? J'ai envie d'avoir un film de cette histoire où de son côté, il y a toutes les caissières qui lui font aussi des encouragements et tout. Ouais. Là. Voilà. Là. Du coup, je monte sur mon petit vélo, elle sur son petit scooter Peugeot. On se retrouve dans un lieu insolite. C'est quoi le lieu insolite ? Alors, il y avait genre une mini-forêt à côté d'un phare, à côté d'un port de plaisance. Et en fait, c'était horrible. Elle avait mis de la lingerie et tout. Donc, c'était incroyable. Et le problème, ça c'est tout moi, j'étais là genre mal organisé, enfin semi-bien organisé. Du coup, on commence. Vous êtes dans la forêt ? Ouais, plus dans un genre de petite forêt, mais clean à côté d'un phare à 19h où il n'y a personne sur une île, quoi. Donc trop bien. Mais
Du coup, première peinée et tout, génial. Mais j'ai pété la capote. Au bout de 30 secondes. Oh non. Et j'en avais pas d'autres. Oh non. Et elle non plus. Et c'était en plein dans la prévention, le peak time de genre... tu déconnes pas, quoi. Si t'as pas de capote, c'est comme... ouais, je sais pas, c'est... Bah oui. C'est comme attendre, être allongé sur des rails et attendre quelques heures, quoi. Tu peux le faire, mais c'est vraiment dangereux pour toi. Et du coup, vous vous arrêtez là ? Et elle s'est barrée en scooter. Le dernier souvenir que j'ai, c'est un petit nuage de gravier et le soleil couchant. Est-ce que c'était sa première fois, elle aussi ? Non, je crois pas. Ok. Non, parce qu'elle avait sorti de la lingerie, du coup, je pense que j'avais dû faire aïe aïe aïe. Lingerie et tout. Et elle a dû me regarder droit dans les yeux et faire t'inquiète. Un truc comme ça. Je pense que c'était un dialogue. C'est si romantique, avec le soleil couchant sur le phare et tout. Ouais. T'inquiète. J'aime tellement cette meuf. J'ai envie de la rencontrer, putain. Je l'ai pas retrouvée sur Facebook. Si jamais, chère personne, chère jeune femme, tu écoutes cet épisode et que tu te rappelles de Victor qui louait des vélos à l'île. Victor 15 ans. Victor 15 ans, le lieu insolite. Envoie-moi un mail à theboysclub@mademoiselle.com. On fera suivre. On fera suivre à Victor. Ce serait bien. Mais c'est vrai que Mimi, elle dit j'aimerais en voir un film, mais j'aimerais vraiment en voir un film. Ça ferait trop un bon film. J'ai commencé, faut que je l'écrive ce truc, un genre de Scott Pilgrim très français entre les meufs, tu vois, qui en Sarwell, vu que j'avais pas de dread, j'étais beaucoup moins cool que les gars qui avaient des dreads et tout. Et moi, j'essayais de chercher ma place, tu vois. J'étais là, genre, auprès de quel type de population je suis cool dans un groupe la nuit et tout, tu vois. Putain, ouais. Ouais, et après cette première expérience ratée, ça a été 3 ans de disette. Jusqu'à l'Angleterre. Jusqu'à l'Angleterre, voilà. Est-ce qu'en rentrant, t'as dit à tes potes que t'avais couché ? J'ai mytho. J'ai dit oui, j'ai couché, mais voilà, là, j'ai tout arrosé sur sa tronche, tout. Et tout le monde a dit ouais, bah moi aussi, hein, ça va, et tout, quoi. Donc en fait... C'était tous mythos. Oui, tous mythos, ça se trouve, genre, aucun d'entre vous n'avait vu. C'est sûr. Et en fait, ce truc tous mythos, il dure tout le temps après, toute la vie. Est-ce qu'aucun homme n'a de vie sexuelle ? On m'a menti. Non, juste Vous enjolivez un petit peu la réalité. Après, c'est ça, tu vois, vous me regardez avec vos grands yeux, genre, ah là là, t'as pas trop parlé de tes sentiments jeunes et tout, mais de toute façon, je sais que c'est la cata pour tout le monde. Donc, voilà, c'est pour ça que je veux bien en parler aussi, c'est que les seuls gens qui font genre, ouais, c'était trop bien, j'étais à l'aise, je pense que c'est du mytho aussi. Ou alors, ils ont d'autres types de problèmes aujourd'hui, tu vois. Mais... Ouais, c'est souvent ça, c'est les populaires du lycée qui finissent par avoir des soucis dans la vie après, quoi. Souvenons-nous du yin et du yang. Et de l'équilibre en toute chose. De l'équilibre. Et du coup, moi, vu que je sais que j'ai eu des problématiques que j'ai dû surmonter après l'adolescence, je suis plus à l'aise d'en parler et tout, tu vois, et d'affronter les trucs et... pas forcément aller en thérapie comme font les Américains, tu vois. Il y a des gens très bien qui vont en thérapie. Non, je sais, mais ils font de la thérapie pour tout. Alors que des fois, tu peux juste prendre en main des trucs aussi, toi, tu vois, en disant, moi, je vais faire tels efforts, vu que je sais que peut-être je dis pas assez aux gens que je les aime, ou je sais pas quoi. Bah, t'es pas obligé d'aller voir un psychologue pour te rendre compte de ça, tu le sais. Il y a un petit divan en chacun de nous. Mais ça nécessite un vrai travail d'introspection, c'est compliqué à faire. Ouais. Et ça va d'ailleurs à l'encontre de toute la masculinité toxique, là, comme on l'appelle, qui est juste pas d'émotion, faut tout bloquer, faut faire en sorte que ça monte jamais. Ouais. Tu te reconnectes pas avec tes émotions. Ouais, quoi. ça, c'est horrible. Franchement, ceux qui osent pas genre parler de leurs émotions et tout, franchement, je les plains. Mais toi, t'as réussi à avoir ce déclic-là, t'étais a priori pas. C'était pas gagné pour toi, tu vois. Non, mais du coup, ça m'a fait chier parce que je me suis dit, j'ai passé. Bon, après, du coup, je faisais plein de batteries. Pour sortir tout ce qu'il y avait à sortir. 3 heures, tu vois, pour tout. Vraiment, instrument exutoire, quoi.
C'est très masculin d'ailleurs la batterie, hein, comme. Alors je dis pas qu'il y a des super batteuses, hein, mais il y a un truc très. Hey, je vais taper sur des trucs. C'est clair. Vite et fort. Au lieu de parler des choses. Cogner. Tu vois? Ouais, en plus. C'est un peu ça, non? Dès que je voyais à la guitare, j'étais là, oh là là, trop sentimental. Mais j'ai voulu que ça fasse genre plein de bruit pour que ça étouffe tout, peut-être. Mais après. Du coup, maintenant, je me mets à écouter beaucoup plus de piano. Il faut que j'apprenne le piano aussi. Je suis un homme qui découvre ses sentiments, tu vois. Est-ce que tu as eu un déclic ? Non, je n'ai pas eu de déclic. C'est plutôt une accumulation de trucs qui fait qu'à un moment, tu te dis, vas-y, en fait, ça me pourrit la vie. Faut que j'agisse. Mais pas un vrai déclic, genre, à tel moment, pouf, quoi. Et comment ça se passe maintenant avec les mecs dans ta vie ? Est-ce que t'es toujours pote avec tes potes d'avant, du collège ? Ouais. Et vous parlez toujours pas ? On parle de musique. Ah, c'est une catastrophe. Hein. On parle que de musique, de cinoche, de trucs. Mais après, niveau meuf, non, pas trop. Eux, je sais qu'eux, ils se parlent pas trop de ça entre eux non plus. Genre chacun, tu sais, c'était vraiment genre... un jour, t'as un de tes potes qui arrive avec une meuf, et tu fais « Ok ». Et il t'en avait pas parlé. Du coup, tu te sens un peu genre « Bah ça va, c'est bon, je suis pas assez bien pour toi pour que tu me parles des meufs et tout ». Et c'était chacun faisait leur... Tu vois, j'avais l'impression que c'était... Chacun fait sa petite vie amoureuse, score des chicks, mais dans son coin, quoi. Et toi aussi, c'était un truc secret, quoi, tu vois, genre... Et toi, tu leur en parlais ou pas quand t'aimais bien une meuf ? Tu les prévenais quand t'allais ramener une meuf ou juste tu faisais comme tout le monde et t'arrivais avec ta go ? Non, mais non. J'arrivais avec ma bonne humeur. Non, mais t'as bien fini par sortir avec des meufs quand même. Ah oui. Donc il y a eu. Non, mais au lycée, non. Mais... Non, pas au lycée, non. Je parle de maintenant que vous êtes grand, tu vois, avec ta bande de potes. Non, et ouais, tout. ça, pas de problème. Enfin, pas de problème. C'était, je te dis, j'ai vu qu'il fallait que je sois plus cool, plus détendu. Et ça allait, puis non, puis après c'est tout. Après je me suis trouvé une communauté, comme on va dire, tu vois. C'est-à-dire, il y avait que des... Là, les gens que j'ai... Le fait que j'écoute de la disco italienne, que j'ai une moustache, une chemise bizarre et un slim de femme, ils trouvaient ça trop cool. Donc ça allait, tu vois. Du coup, je me sentais à l'aise, et je me sentais à l'aise de parler à des meufs et d'essayer de les séduire et tout, quoi. Mais sinon, avant, je me trouvais que j'appartenais à rien, en fait. Voilà. Et j'avais l'impression que les semblables s'assemblaient entre eux et que du coup, moi, je savais pas trop où j'étais, donc je n'osais pas, je sais pas, m'assembler, me connecter avec une meuf. Peut-être. Ça se tient. Ça se tient, hein. Ton apparence, ton look, tu m'avais déjà raconté qu'il y avait pas mal de gens qui... Enfin, en tout cas, ton apparence et ton look ont tendance à générer des commentaires que les gens viennent te voir. Alors, plus souvent des mecs, d'ailleurs, qui sont un peu... Les mecs, c'est l'enfer. Perturbés par ton apparence, quoi. Ouais. Genre, par exemple... C'était... Après, j'ai l'impression que c'est vraiment un problème français, en plus. Parce que, étant DJ, tu voyages partout. Cette phrase est... Voilà. Je voulais faire Tintin, en fait, DJ, c'est pas mal. Et en fait, je fais le test de quand tu rentres dans un resto. Et quand je rentre dans un resto avec un t-shirt un peu Matrix avec des matières du futur, tout fluo, des flammes, les cheveux bleus, etc. Dans les restos français un peu chic, genre tu vas jouer à Bordeaux, on t'emmène dans un resto pas trop mal, le promoteur il veut que tu sois un peu genre chouchouté, tu vois, un truc un peu chicose, bistronome et tout. Ben non, maintenant c'est comme ça, maintenant tout est cool, mais tu rentres dans un resto où il y a genre des gens, des baby boomers on va dire, tout le monde se tait et me regarde. Du coup je dois faire des mini bastons de regard hyper vite entre tout le monde et après ils font et ils remangent et ils racontent rien en fait, mais juste ça c'est trop chiant tout le temps. Mais du coup maintenant je m'en fous parce que j'ai eu l'habitude. Et je pense que c'est pareil, c'est une question de
Peut-être que quand ils voient un gothique, ils font « Ah ok, c'est un gothique ». Quand ils voient un rastaman, ils font « Ah ok, c'est un rastaman ». Ils voient un noir, ils font « Ah ok, c'est un noir ». Un arabe, c'est pareil, ils savent. Mais dès que t'es un peu entre catégories, ils font « Oula !» Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ils bloquent, tu vois. Voilà. Du coup, ils sont obligés d'arrêter de manger, poser leur couvert et de regarder en fronçant les sourcils là, avec des têtes de mecs du MEDEF. Et c'est tout. Et genre, je suis là, je suis pas dealer, je suis pas. Ils ont l'impression que je sors du film Blade avec Wesley Snipes et que je vais balancer des shurikens et leur faire prendre de la coke. Genre, c'est trop étrange. Au moins, tu mettrais de l'animation si tu faisais ça. Bah ouais, personne dirait non. En plus. Et au niveau des gens plus jeunes, et notamment des mecs plus jeunes, donc plus de ton âge, est-ce qu'il y a aussi des remarques ? Bah après, quand je débarque dans des soirées où si les gens ils savent pas que je fais de l'électro et tout, et que j'ai un style zarbi, ils vont peut-être se dire « Ouh là là, c'est un original celui-là ». Oui, si ça, tu l'as toujours, ça quand même. Tu le lis dans les yeux, de toute façon, tout est dans le regard des gens. Et un regard vaut 1000 mots. Donc... J'aime bien comme tu cales des petits proverbes. J'en ai comme bien ça, eu des millions, ouais. Mais après, c'est ça, faut apprendre à s'en foutre. Mais la France est un pays où il faut apprendre à s'en foutre du regard des autres, c'est sûr. Après, il y a ça, il peut y avoir ça dans certains... J'ai l'impression qu'en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, où là, ils s'en foutent plus. Enfin, en tout cas, au niveau de la liberté vestimentaire et sexualité, genre et tout. C'est des pays... Alors après, je sais pas. Hein, mais c'est juste qu'en tout cas, au niveau vêtements, t'es moins montré du doigt ou stigmatisé, tandis qu'en France, c'est vachement genre « Ah, regarde, lui !» Et en fait, pour eux, c'est un regard, ça fait pas mal. Un jugement ne fait pas mal. Mais ça te fait quand même sentir que les gens ils ont l'impression que t'es dans une démarche provocatrice. Du coup, ils ont l'impression d'avoir un droit sur toi de te le rappeler. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est genre, en fait, il veut se faire remarquer, donc si on le remarque, il a que ce qu'il voulait. Il avait qu'à mettre un pull au vert. Tandis que tu réclames juste ton droit à être normal, alors qu'eux ont l'impression que t'es chelou exprès. J'ai l'impression que c'est vachement ça ici. Et t'as une théorie sur pourquoi la France... Parce que souvent, t'as des théories. Je te pose cette question parce que souvent, t'as des explications qui... Bah, je pense que c'est un truc issu du... Il doit y avoir un truc de classicisme qui est cool pour l'architecture, mais qui est un enfer pour la vie de tous les jours. Donc, genre, Paris, c'est beau, mais il y a un côté relou qui est comme ça, où en plus, je sais pas, genre, en plus, un des trucs qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'on te dit, on fait que te dire think outside of the box, des trucs comme ça et tout. Et en fait, quand t'es trop différent et qu'on peut pas te mettre dans une case, tout le monde te dit bah écoute, c'est compliqué. Hein. Enfin, même en musique, c'est genre bah moi j'aime bien mélanger de la trance, de la techno, de la house, des machins. Et les programmateurs te disent bah t'es ni trance, sinon je te mets avec les beaufs dans des festivals en Hollande avec des chemises blanches, ni techno, je te mets dans un hangar à bagnoler avec des mecs avec des chemises noires qui ont pris des tasses et qui dansent sur un kick et un hat pendant 3 heures. Ni house, et je peux pas te mettre dans un truc chic avec des meufs en robe bâche qui dansent avec des spritz. Ça fait beaucoup, mais c'est ça la France. Du coup, c'est... Ce ride. Donc il faut... Faut trouver... Il faut créer un bon équilibre dans l'intercatégorie. Ça, c'est clair. Où les gens acceptent, soient chill avec le fait que tu sois quelqu'un qui est intercatégorie, quoi. Dans tout. Donc du coup, ça va dans les fringues aussi. Tu vois, tu peux être genre homme d'affaires et lascar plus tard. J'en sais rien. Il y a plein d'hybrides à créer. En plus, les hybrides, ça tue. Et donc... Comment tu l'habillerais un homme d'affaires lascar ? Bah, un mélange entre un cum de la défense en mono-wheel, mais avec un maillot PSG, tu vois, une coupe de PNL... Un parfait mélange, quoi, tu vois, ce serait un homme du futur. Un homme vrai, mais du futur. Ouais, bon, j'en sais rien, moi je dis des conneries. Tu t'es jamais fait, genre, sérieusement emmerdé Enfin, il y a jamais eu des gars qui voulaient te cogner ou quoi parce que... Si, après, ils traitent de PD ou des trucs comme ça, ouais. Quand même. Ouais, si. En passant, quoi. Ah oui, ouais, histoire ouais. d'eux, tu vois, ça fait toujours plaisir. Ouais, ou plein de gens qui pensaient vraiment que, genre, j'étais homosexuel et que je l'assumais pas. Tout ça parce que j'avais une moustache.
Ce qui est fou quand même, comme ce symbole de masculinité traditionnelle a changé. Alors moi très j'ai vite. dit ouais non j'ai une moustache parce que mon grand-père il en avait une. Ils sont mais non c'est parce que t'es pédé et tout. Ok. Et je dis bah même tu vois je m'en fous. Enfin mais et si ça quand même tu l'entends. Alors les gens ils se disent en Russie aussi ouais. En Russie, je demandais à Inès de me tenir la main parce qu'il y avait quand t'es genre en legging avec des cheveux bleus et tout, c'est des pays... t'entends des trucs bizarres, donc t'es déjà conditionné. Et surtout à Moscou, Saint-Pétersbourg moins, mais j'étais là, je reviens, on se prend la main, comme ça ils voient que je vais pas... Je sais pas ce qu'ils... C'est quoi leur peur, mais ouais, voilà. Inès, c'est ta chérie avec qui tu bosses? Ouais. Enfin, que je bosse, c'est juste qu'on est un... Vous êtes un couple d'artistes. Un duo. On est amoureux, donc... Un duo maléfique. Ouais. Donc t'as tendance à créer. Moi, je crée tout plein de trucs avec les gens qu'il y a autour de moi. Donc forcément, avec Inès, on s'est assemblés, quoi. C'est joli. J'allais faire une vanne sur s'assembler, mais bon. Ouais. Sur les s'emboîter, tout ça. Je suis fatigué. La bite. Ouais, la bite. Comment va ta bite, Victor? Bah écoute, elle va bien. Elle va toujours bien. Je me rase les poils de temps en temps. Tu rases ou tu tonds? Non, je fais des petites coupes parce que j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à un basketteur 70s, vu que c'est drôle une bite. Ok, donc on est sur du trim. Tu trim. Ouais, trim. Ok. Très trim. Pas rasé. D'ailleurs, pour revenir dans le temps, une fois, une date, une copine m'avait arrangé un coup sur l'île où j'avais pris Mob, métro et tout pour aller sur l'île avec la meuf. Et du coup, vu que j'avais vu dans ce truc FHM que les poils c'était berk, je m'étais tout rasé. Oh non. Au rasoir, avec mon rasoir, mon petit gilette de lycéen, tu vois. Donc t'avais un zizi d'enfant, quoi. Non, j'avais pas rasé la tub. Ah. Mais juste genre rasé tout, quoi torse, ventre, tout quoi. Ça a pris pour une demi-heure en plus. T'as dû flinguer ton rasoir, non? Ouais. C'était un massacre, ce fut papos. Mais du coup, en plus j'ai dû, tu vois, pour éviter de boucher le lavabo, tu mets tout dans la petite poubelle. Enfin bref, et du coup j'étais tout rasé, c'était ridicule quoi. Après, il y a quelques mecs de télé-réalité qui font ça maintenant, mais ils sont genre tout baraques, du coup ça passe mieux. Comment c'était la repousse de l'intégralité de ton torse? C'est infernal. C'était vraiment la teon totale. Non mais faut, tu vois, je pars du principe que faut l'essayer une fois si ça te travaille et comme ça tu vois qu'en fait c'est la merde de se raser intégralement. J'ai jamais recommencé. J'étais là genre si je trouve une alter ego un jour, bah tu devras accepter ça parce que car c'est ainsi que tu es fait. Car c'est ainsi que j'existe. Ok. Et sinon tu voulais parler de la bite. Ouais. Ouais. Est-ce que t'as cassé ta première capote parce que t'as une très grosse bite? Putain. Ouais, je demande. Attends, casser une capote, c'est quand même fait pour être résistant, tu vois. On m'a dit. On m'a dit que j'étais assez bien doté. Très bien. On revient sur le côté poney, tu vois. Exactement. Exactement. Même plein de... Je me souviens avec Club Cheval, mon groupe, avec Mid, Sam T-Bay, Can Blaster, on avait plein de blagues là-dessus. Genre, Club Cheval, c'est parce que vous avez des bites de cheval. Sera ta réponse. On a nommé notre club par rapport à nos bites. Ouais. Ouais, non, j'ai pas eu de problème là-dessus. De genre de complexe de bites, ça, j'en ai jamais eu. Ok. Si c'est ça... Ça fait partie des... Ça fait partie des trucs. Ça peut être plein de choses. Non, ça peut travailler plein de gens, ouais. Il y a des mecs qui se sont cassés la bite, enfin tu vois, qui ont eu des problèmes de bite, qui sont passés dans le boys club, quoi. Ça peut être plein de choses. Non, mais j'ai pas trop eu de problème de bite. Rustique, solide, travailleur, vivace, dur au mal. Ouais. Le cheval de trait. Tu vois, il accepte son labeur tranquille dans son étable, dans la brume. Il attend juste son foin, une petite caresse. C'est tellement loin de ce que tu fais en plus aujourd'hui. Je sais. Le mec, il est DJ
tu vois. Il y a des baskets rose fluo. Ses stories sur Insta, quoi. Tu vois, il est là, oui, avec des tas de gens qui dansent devant sa musique et tout. Bah, mais dans ma tête, c'est ça. Très loin du cheval de trait, quoi, putain. J'ai une nouvelle question que j'ai décidé de poser à la majorité des invités. Mais oui, je t'avais dit. Parce que depuis, on a fait un épisode avec un mec qui s'appelle Patrick Beau. C'était trop bien. Et dans l'épisode, on a parlé de mesurer sa bite. C'est un sujet qui arrive. Et lui et Fab sont partis dans une grande discussion sur oui, mais attends, ça dépend comment tu la mesures et avec quoi et tout. Et moi, j'étais là, j'avais jamais pensé parce que autant mesurer sa bite, je suis là, ok, je vois, mais je m'étais jamais dit, il y a plein de méthodes. Du coup, est-ce que t'as déjà mesuré ta bite et comment? Avec quel instrument as-tu mesuré ta bite ? Bien sûr, de toute façon, en général, tu mesures ta bite quand cet objet t'intrigue et que tu as plein de règles à proximité. Donc c'est plutôt collège, quoi. Ce qui arrive plus collège, lycée. Des compas. Tu vois, ta règle tous les jours, t'imagines ta bite. Là, j'arrive là. Donc c'était une Maped transparente. Yes. Là, avec le petit trou au bout. Je vois, ouais, ok. La Maped et ça, ouais. Et j'ai mesuré ma bite avec ça. Et j'ai démarré de la peau, quoi. La peau de la vessie. Parce que tu sais, il y a... Bah non, en fait, tu peux gratter un peu sur tes poils, etc. Si t'enfonces. L'enfoncer un peu et tout pour gagner. Ah ouais, non, mais de toute façon, il y avait déjà les discussions, genre ouais, la taille de la bite, ça compte pas. Ah. Et je me souviens qu'un mec, une fois, un voisin, m'avait regardé, il m'avait mis son petit doigt, comme ça. Et le mec, il me montre son petit doigt, il tend son petit doigt à côté de moi en cours de géo. Voilà, pour donner un contexte. Et il me dit, ça, c'est ma bite. Son petit doigt. Du coup, je lui fais, t'es sérieux, Guilain ? Salut, Guilain. Tu déconnes ? Et il me dit, ouais, en bandant. Et du coup, j'ai rien dit. Mais depuis, j'étais genre, ok... Comme quoi, tout est relatif. Tout arrive et voilà, quoi. C'était quoi sa motivation derrière cette interaction ? En plus, il était vachement, genre... un peu fier de lui, genre... je vais balancer un truc grivois, vantard. Et il a montré son petit doigt. Ouais. Non, mais après, il a mal tourné, il s'est suicidé. Mais non. Est-ce que c'est lié à ça ? Ouais, c'est vrai. Ah merde. Et pareil, vu que personne parlait des sentiments, j'ai jamais pu lui demander. Sinon, j'aurais dû lui dire, tu sais, c'était vraiment une mini-tub. Je veux dire, moi, j'en ai une grosse et on est pareil, hein. Je sais pas si ça marche de dire ça à un mec qui a une mini-tub parce que du coup... Moi, je veux bien parler, mais je suis pas le meilleur. Voilà. C'était ça. Quand on a un invité qui a une mini-tub, on lui demandera si un mec avec une grosse tub te dit « Moi, j'ai une grosse tub, mais on est pareil. » Non, mais je voulais dire, on est pareil, on est solidaire. Tu sais, mec, j'ai pas de meuf bien. Et je suis pas, genre, quand je rentre chez moi, c'est pas... C'est pas la fête. Je suis pas dans le musée du sexe du tout, quoi. Donc, t'inquiète. Ok. Est-ce que, du coup, à 30 ans, t'avais du porno un peu en grandissant ? Ah, moi, à fond, ouais. À fond. Je suis fan de porno. Ok. Est-ce que ça a modelé, du coup, ta vision ? Mais à 15 ans, bof. Enfin, non, si, à Canal, quoi. Non, mais vois. du coup, comme la musique, non, au Canal, t'es ouf. Trop cher. Ah, oui. Non, je me suis fait humilier plein de fois. Plein de fois, parce que j'ai eu Internet très tard. À 16 ans, il est arrivé. 16-17. Parce qu'on était à la campagne et c'était... Un ordi, ça coûtait cher et tout. Voilà, enfin bref. Et du coup, je devais me débrouiller pour me lever la nuit chez des potes, aller dans la chambre de leur grand frère, vérifier qu'ils étaient pas là, arracher des pages de magazines de cul. C'était vraiment genre une contrebande incroyable. Et tu le faisais dans le dos de tes potes, donc. Des fois, je demandais. Non, au début, je demandais, il me faisait tiens, prends-en une si tu veux. Il y a un côté, c'est genre The Spice dans Dune, quoi. Quand t'es hyper jeune. Maintenant, c'est tout le monde en a rien à foutre. Je pense une des dernières générations c'est ma guerre 14-18 à moi. Je suis mon temps. Un poilu de l'onanisme où du coup c'était je voulais genre une chatte en gros plan à tout prix et j'étais là où je trouve ça pareil, j'ai jamais osé aller acheter un truc dans une librairie ni voler, tu vois. Donc du coup ça se passait au début les grands frères des potes, quoi, qui avaient des planques dans leur chambre. Donc soit j'avais des potes qui me montraient la planque. Putain.
Soit après, je devais aller au bureau de mon grand-père, qui avait une imprimante couleur et Internet. Et là, j'étais genre, vite, putain. Genre, son associé... C'était les imprimantes jet d'encre qui faisaient genre... Trop, ouais. Tellement en définition pourrie. Bah oui. Mais du coup, c'était mon butin... de pirate. Voilà, quoi, c'était là, ouais. Et du coup, plein de fois, j'ai lancé des impressions. Tu sais, il y a toujours des problèmes avec les imprimantes. Tu les as laissés dans la file d'attente des impressions. Et du coup, le lendemain, les gars, ils débarquent et ils voient une espèce de schneck gigantesque, hyper écarté et tout, tu vois. Et du coup, à chaque fois, c'était « Ah, Victor, c'est quoi ça ?» Et je me souviens que j'avais réfléchi 2 secondes. Et je m'étais dit « Pourquoi on m'humilie ?» avec ces trucs-là, alors que toute la société travaille dans le sens dans le sens d'un mariage hétérosexuel, tu vois, où tu dois t'intéresser aux femmes tôt. Alors pourquoi vous me faites chier, ma mère me prend dans ma chambre dire c'est quoi ce truc porno et tout. Du coup je faisais des faux des fonds avec du scotch sous mes tiroirs pour planquer mes trucs de cul et tout, tu vois. C'est vrai que c'est plus simple, entre guillemets, d'aller chercher des trucs hétéros plutôt que si t'avais été homo et que t'avais été obligé d'imprimer des mecs avec une énorme tub. Ouais, bah alors là, au moins, t'es direct fixé sur l'orientation sexuelle de ton fils. Mais moi, j'avais dit à ma mère, au bout d'un moment ou 2 fois, parce que je suis maladroit, je me faisais griller tout le temps. Dès que je prenais quelque chose, une fois j'étais avec ma grand-mère, j'ai fait tomber un genre de poster double page, poster de cul. Et tu sais, Ouais, t'avais ça dans ta parce que je le ramenais chez moi pour me branler tranquille. Et du coup, vu que j'avais pas ça, et du coup c'était dans ma poche de jean, et vu que c'était des baggies, c'est tombé dans sa bagnole. Du coup, j'arrive chez moi, je fais putain, je l'ai pas. À la table, j'étais trop mal, et ça, je l'ai vécu plein de fois où je perdais mes butins en cours. Tu vois. Putain. Mais ça, c'est les années 90, c'est chaud. Ou bah non, ouais, si. Enfin 2000, ouais, fin 90, 2000, ouais. C'est ça, avant Internet. C'était le manuscrit Gutenberg, quoi. Mais c'est marrant parce que... La tôle. Moi, j'avais Internet, mais j'avais un ordi au milieu du salon. Donc clairement, t'allais pas regarder du porn parce que c'est au milieu du salon, tu vois. Et je sais pas, mais j'ai jamais vu un magazine de porn de ma vie. En fait, il y avait pas de contrebande parmi les meufs, tu vois. Il y avait des bouquins rayon adulte de la médiathèque où c'était genre des romans, mais en fait il y avait du cul dedans, donc j'étais là yes, ok. Mais j'ai jamais eu plus c'était pas un bail comme ça, tu vois. Si moi c'était le Graal, Indiana Jones, tout était une métaphore de récupère le porn. Et du coup, quand t'as eu Internet chez toi, est-ce que ça a changé ta vie? Franchement, vous voyez là tous les souvenirs que je partage avec vous. C'est quand même plus fun que de double-cliquer sur une souris, quoi. Ah, ça a enlevé un peu du challenge. Ouais, c'était le challenge était super cool. J'adore, j'aime bien les aventures. Et du coup, le challenge est cool. Tandis qu'aujourd'hui, avec le porn, t'es plus en mode genre ninja, quoi, tu vois. Genre, du coup, tu te branles, mais t'es genre, ah, personne va me griller, je fais ça où? Est-ce que si ma meuf me surprend, c'est la honte? T'as beau lui expliquer que les mecs, ils se branlent, c'est genre, ça reste un truc bizarre et tout. Donc, je sais pas, faut attendre 2000 ans, 2500. Avant que la société ne régule ce truc. Sachant que moi, j'arrêtais pas de dire. De toute façon, Internet, ça a été créé 80% grâce au porn, le Wi-Fi, la compression des vidéos. Alors, arrêtez de faire chier. Ce qui est vrai, en plus. Bah ouais. Est-ce que t'as été de ces mecs qui ont une idée un peu faussée de la sexualité à cause du porn? Pas du tout. T'as toujours fait la diff. Après, j'ai juste eu un truc genre de déification du corps de la femme. Parce que j'étais là, genre, waouh, à la simple évocation d'un nibar, ça te fait un afflux sanguin dans le corps caverneux qui donne une irrépressible envie de te caresser. C'est quand même dingue. À la simple évocation d'une image. Donc, ça, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et jamais. Et en plus, moi, je suis plus dans les trucs érotiques et tout. Pas les trucs en 240p tout pixelisé où une meuf se prend des raclés et tout, genre ça pas du tout. C'est pas que j'aime pas ou je suis prude ou néoconservateur, mais c'est pas ton ça truc, t'excite moins, quoi. Mais c'est moi mon délire, ouais, moi je suis toi t'es plutôt il faut que on te balance des vers, quoi, c'est ça, un petit poème. Ouais. Une jolie lumière. Après, au bout d'un moment, tout. tu veux du sale quand même de temps en temps, mais ok, c'est juste pas... t'as le droit de vouloir les deux.
Ouais, mais c'est pas le truc auquel tu penses. Il y a plein de mecs, par contre, avec plein de potes, après tu te mets à parler de porn. Si, après, pardon, si vous voulez parler de la bite, j'avais oublié. Mais si, tu te branles avec des potes dans la même pièce. Yes, la branlette entre potes, c'est mon sujet préféré, mec. Ça, c'est incroyable, ce truc, ouais. C'est fou. Ok, si, c'est vraiment génial. Branlette entre potes. Du coup, après, plus tard, en vacances, on allait piquer des magazines porno ensemble, on faisait des raids. Il y en a un qui a acheté un Banco et un Notes pendant que l'autre faisait tomber un Le Monde diplomatique avec un Mac de cul dedans qui le volait et tout. On avait des cabanes où on avait creusé un trou et chacun se passait les magazines et on se branlait chacun dans un coin. Hein ? Mais genre, ok, dans un coin, donc vous étiez dans une cabane. Ouais. Chacun se branlait dans un coin avec son magazine. Est-ce que vous étiez face au mur ? Ouais, face au mur. Okay, non, face au mur. C'était chacun dans votre petite bulle. Tu vois, genre, et à chaque fois que je vois des chiottes de mecs, je repense à ce truc et je fais, c'est le concept de l'intimité chez l'homme. C'est juste regarder dans une direction, ou si tu regardes la bite du gars, c'est possible. Mais tu peux le faire, mais c'est... Mais tu le fais pas. C'est pas poli. Selon l'envie. Voilà, il n'y avait pas de télé. En plus, tu vois, t'as genre le truc découverte de la bite, 13 ans, truc, enfin... T'as pas encore tous les tabous de la société qui viennent te remplir le crâne. Et d'un point de vue logistique, on n'allait pas faire une petite cabine dans les bois par personne pour faire ta petite branlette. Tu vois. Vous auriez pu C'est pas Amsterdam, quoi. Vous auriez pu vous relayer. Vous auriez pu vous relayer, mais... Avec tout le monde qui fait la gueule, tu sais, devant. Et bah ouais, mais je sais pas, en fait, tu te retrouves en brigadé. Moi, c'est des mecs qui avaient genre 1 ou 2 ans de plus que moi. Ils faisaient ça. Et j'ai fait, ok. Ça a duré combien de temps ? Parce qu'il y a pas mal de mecs d'invités du Boys Club pour qui c'était soit une fois, soit vraiment peu, tu vois, genre un été, l'été où on s'est branlé entre potes. Ça, ouais. C'est l'été caliente, ouais. L'été sauvage. L'été de la veine. Très t'es bien. là genre, ouais, putain, regarde lui, il a trop une bite veineuse et tout, tu vois. Ah, donc vous voyez quand même la bite des autres. Il y avait des rumeurs. Il y avait des trucs genre, putain, Gauthier, il y a trop une grosse bite. Et tout le monde se dit quoi et tout, voilà. Mais c'est un été, ouais, c'est ça, c'est très fugace. Et après, tu le sors de ton cerveau et tu te dis, ouais, jamais plus j'en reparlerai. Jusqu'à ce que je et sois c'est pour ça qu'au collège et au lycée, tu changes de pote. Peut-être. Pour garder le secret. Pour ne plus jamais parler de ça again. Souviens-toi l'été Sex crimes, ouais. Ça ferait aussi un bon film. Un mec qui essaye de retracer tous ses potes. Pourquoi tu me reparles plus depuis 10 ans? Est-ce que c'est à cause de la cabane dans la forêt? Voilà, tu te souviens à de côté quoi tu parles? Jamais il s'est passé ça, n'importe quoi. Avec le mec qui va tuer tous ses anciens potes pour que personne sache qu'ils se sont branlés ensemble. Voilà, je te donne des idées maintenant que t'es scénariste. N'hésite pas à en faire des films. Je serais heureuse. Bah, faut parler de tout ça, hein, tu vois, il y a des super sujets. T'es en train de faire un film, justement. Enfin, t'as écrit un film que tu tournes cet été? Ouais. L'été prochain? Ouais. L'été 2019. C'est spoilé de... C'est encore, non, je suis encore top secret. Je parlerai que quand j'aurai, signé la version définitive du scénario, touché ma thune et tout. Okay. Sinon, là, je suis encore en train de, charbonner tel Sisyphe tranquille. Avec mon Mac, ma boule et ma petite montagne à arpenter, à descendre, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque. Voilà. De Sisyphe, donc. Mais tant que je serai sorti du mythe de Sisyphe, là, je pourrais en parler. Là, ça va être la fiesta. Mais sinon, moi, j'ai dû un peu réapprendre un métier et tout. Ça, c'était cool. C'est Benoît Hamon qui a parlé du mythe de Sisyphe pendant la présidentielle. Moi, j'avais lu un article sur David Guetta. Ah, ok. Où il y avait une photo de David Guetta et qui était écrit DJ, le mythe de Sisyphe éternel. Est-ce que ça te semble une bonne légende pour ton métier? Quoi? Ça te semble une bonne description de ton métier? Bah non, parce que j'étais là, ah ok, en fait, tu peux tout Sisypher après, quoi. Si tu Sisyphes David Guetta, tu peux c'est genre la nourriture, bah c'est tout est Sisyphe, tu manges, après tu digères, tu chies, et c'est Sisyphe tout. Peut-être pour remettre un peu de contexte, le mythe de Sisyphe, c'est Sisyphe qui doit monter une grosse boule au-dessus d'une montagne, et dès qu'il arrive en haut, la boule descend de l'autre côté de la montagne. Une montagne en 2D, triangulaire donc. Parce que les Grecs, ils n'avaient pas de montagne. Parce qu'il n'y avait pas de logiciel 3D pour
analyser la vie. Et après, du coup, donc il doit redescendre, remonter la boule, et dès qu'elle arrive en haut, elle tombe. Voilà. Éternel. Un Relou. éternel recommencement, éternel calvaire. C'est l'entrepreneuriat. Montez votre boîte. Devenez artiste. Sisyphe conseil. Sisyphe Inc. Ok, c'est parti pour donc la dernière question de ce Boys Club que je t'ai posée au début, en off. Est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui pour toi représente une vision positive de la masculinité ? Alors ma première réponse ce serait non. Genre je peux te trouver un truc qui se rapproche le plus. Mais on n'a pas trop parlé de tout ça, mais la masculinité, moi c'est un truc que j'ai vécu chez d'autres gens. Après c'est parce que c'est un côté moralisateur, donneur de leçons. Mais je trouve que tous les mecs sont toxiques. Ou alors t'entends des trucs toxiques sur eux que je vis pas moi. Parce qu'après moi j'ai ma carapace et de toute façon dès que quelqu'un me parle, je peux tout transformer en blague. Genre un filtre à café émotionnel qui transforme tout en blague. Et du coup, par contre, j'ai plein de potes où t'entends des trucs où ils font des trucs chelous avec des meufs. Et ça reste ton pote. Mais c'est comme si j'avais un peu une petite organisation des Nations Unies dans ma tête qui dit bon, toi, il t'a rien fait directement, mais il a un peu agressé ce pays-là. Tu vois ? Ça vous parle, les trucs diplomatiques ? Non, pas trop. Si, on l'a, mais... Oui. Et genre, du coup, tu vois, comme t'es pote avec Kadhafi, mais tu sais qu'il torture des gens, t'es moins pote avec lui, en tant que pays. Et du coup, ça me fait vachement ça sur plein de figures, des potes, des personnes que je connais. Et du coup, à chaque fois, c'est souvent genre... soit vis-à-vis des meufs, ils font des trucs bizarres. J'ai vu plein de trucs bizarres, mais c'est pas à moi d'en parler, parce que... Et tu vas les voir. Il y a un côté chacun ses oignons et tout. Ces potes-là pour leur dire. Bah non. Non, je laisse faire. Je laisse faire et j'essaie de pas agir comme ça. Mais sinon... mais après, c'est... Oui, qui suis-je pour juger, tu vois ? Oui. Il y a un comme disait Saint-Augustin, c'est ça, un seul Dieu peut me juger. Ah, je sais pas si... Les gens, ils pensent que c'est Tupac, mais non. Et du coup, je sais pas. Ça, c'est des trucs dont il faut parler, travailler, tu vois. Il y a un de nos invités qui disait qui s'appelle Lame, qui est dans l'épisode 2, je pense, où il raconte que MeToo lui a mis une grosse claque dans la tronche, déjà parce qu'il s'imaginait pas qu'il y avait autant de femmes qui vivaient tout ça, et puis que lui, à titre personnel, il a arrêté d'excuser, tu vois, ces mecs-là, et en tout cas de les confronter sans venir aller les taper direct, quoi, tu vois, en tout cas de leur parler, de leur dire pourquoi tu fais ça, mec, enfin, juste d'avoir ce dialogue-là avec eux, quoi. Il a arrêté de faire la Suisse, pour reprendre ton exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est pas la Suisse parce que c'est pas non plus de la torture de prisonniers. C'est plus... j'ai pas entendu de trucs graves, mais c'est juste des... J'ai l'impression que les relations sont toxiques en général quand c'est pas la tienne. Tu te rends compte que les relations de tout le monde est toxique. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que tout est toxique. Si on part du point de vue est-ce que tu trouves ça toxique, j'ai l'impression de vivre dans un océan de toxicité, ouais. C'est sûr. Et après, comment l'améliorer, quand arrêter d'être la Suisse, soit je deviens un espèce de raptor de combat qui saute sur tout le monde et qui dit à tout le monde comment vivre, comment traiter sa go, ou inversement. Tu peux interroger, tu vois. Je pense que tu disais que tu veux pas juger, enfin, qui suis-je pour juger, et je pense que ouais, ça j'aurais jamais dû le dire. J'aurais pas dû le dire. Ça j'aurais pas dû dire cette phrase. Elle m'énerve, je la dédie. Vas-y, je te laisse finir. Ok. Donc tu veux pas dire aux gens comment vivre leur vie. Tu veux pas dire aux gens. Après il y a. Après je sais pas. Je sais même pas comment être homme féministe, tu vois. Je sais pas comment agir non plus. Juste j'essaie de. Après moi pour le coup j'ai jamais fait chier des meufs. Au contraire, je suis plus retiré de ce truc, genre, ok, faites votre vie et vivez avec les coms, et moi, pour l'instant, je suis pas trop là-dedans, tu vois, après, mais ouais, mais pour moi, une figure masculine, mon père, c'était chelou, mon grand-père, c'était chelou, mon autre grand-père, c'est chelou, tu vois. Tous mes oncles, tout le monde a divorcé, il y a eu des trucs bizarres... genre adultère, tromperie,
mensonge, tu vois. Au bout d'un moment, tout est ça et c'est des trucs que je trouve toxiques. Et du coup, en ce moment, on voit tout noir, mais c'est normal, je pense. C'est important de voir tout noir pour voir de quel côté sont les bons comportements à avoir et tout. Mais là, je peux te citer personne. Tu vois, les gens, ils doivent se dire Che Guevara, bah non. Bob Marley, bah non. Ok. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Qu'est-ce que disent les autres mecs? On a eu quoi? On a eu The Rock, Barack Obama, Justin Trudeau, on a eu personnages Ken de fiction Kojandi aussi. Ouais, mais oui, c'est des mecs, ils ont trop de chance, ils ont plein d'argent et tout. Tu peux avoir plein d'argent et Non. Non, après, parce que des fois, t'as des contraintes dans la vie qui font que t'agis mal et tout. Tu peux avoir Weinstein et être Weinstein, il est blindé et c'est un connard. Ouais, je sais, mais moi, tu vois, genre, j'ai un problème de... Je sais pas si c'est un gros mot, mais mon intersectionnalité à moi, où j'entrecoupe milieu social, valeurs, l'endroit où t'as vécu et tout, avec ton comportement avec les femmes. Et que du coup, quand t'es Justin Trudeau, que ton père a été président, que t'as fait des bonnes études avec plein de gens, où on t'a appris ce que c'était le bien, le mal, la philosophie, la morale, l'apprentissage des bonnes valeurs, etc. Si t'agis mal, t'es vraiment un tarbat. Tandis que si on t'a jamais rien appris et que ton père, t'as un mari, t'as un père violent, bah t'as autant de chances de le reproduire. Ouais. Et du coup, c'est pas... Le contre-exemple de ça, c'est Terry Crews. Donc, tu vois qui c'est, l'acteur Terry Crews qui est une immense baraque, qui est un ancien joueur de la NFL et qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si tu vois cette série. Je vois. Son père, pour le coup, était abusif, hyper violent avec lui. Il a eu des coachs, donc après il était dans le foot américain, il a eu des coachs hyper violents avec lui, donc il a un peu reproduit tout ce truc-là. Et il a justement réussi à en sortir, donc comme quoi c'est pas une fatalité. Et si j'ai bien compris, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, n'est-ce pas? Donc comme quoi c'est possible, tu vois, de s'en sortir. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est plus compliqué quand tu viens de loin, quoi. J'ai l'impression. Alors après, ensuite, je suis pas universitaire et j'essaie juste de faire du sens dans tout dans, je sais pas, l'actu, parce qu'en ce moment, en plus, l'actu tous les jours, t'apprends des choses horribles. Sur plein de relations. En fait, maintenant, les relations conjugales et sexuelles, qui étaient quelque chose qui avant était caché, comme mes sentiments au collège-lycée, qui maintenant sont... sur Internet. Sont sur Internet, ouais. Et du coup, chacun se rend compte que... je sais pas ce qui est normal ou pas normal, mais en ce moment, je regarde beaucoup de films de Hitchcock et de Frank Capra. Et d'ailleurs, tu vois, et dans Hitchcock, tous les rôles de mecs m'énervent. Du coup, je suis genre insurgé derrière mon écran parce que c'est vraiment que des meufs qui font avec les mains sur les nibards et un mec qui fait on t'a déjà embrassé dans une voiture et tout. Et c'est que des trucs comme ça tout le temps. Et du coup, je me dis en effet, si c'est ça le symbole de l'homme que plein de mecs ont eu pendant des années et des années, c'est genre c'est sûr qu'il y a un truc où la femme attend et c'est le mec qui a tous les droits ou tous les pouvoirs, mais ça en fait je sais pas parce que moi j'ai jamais été comme ça, donc voilà, donc je sais pas quoi dire à des gens, je sais pas comment arrêter d'être la Suisse. C'est intéressant. Grave. Ouais, surtout que j'ai un Twitter, j'ai des fans, mais j'ai jamais voulu mélanger la politique avec ce que je fais en musique, où genre j'apporte du fun et du monde fantastique. Et c'est pour ça que je travaille sur du scénario et de la vidéo, parce que si j'ai envie de dire des choses, j'ai pas envie de les dire de manière directe, sous forme d'invective ou d'injonction, mais sous forme de métaphore, quoi, d'histoire. Donc toutes les relations aux femmes, ces trucs-là, j'ai plein de choses à exprimer, mais je préfère le faire par la métaphore et un joli exemple, plutôt que de dire les mecs, vous êtes tous des tarbas. Sinon, je le pense aussi, tu vois, sinon je t'aurais dit tel mec est mon modèle de masculinité. Mais je pense que la masculinité, elle a 100 ans de retard, elle doit se détruire pour se reconstituer derrière. Mais et c'est en ce moment qu'on est en train de trouver, tu vois, quelles sont peut-être les bonnes voies, quoi. Voilà.
Eh ben. C'est une belle réponse pour un mec qui savait pas quoi répondre. Non, mais ouais, pardon. Non, mais c'est hyper intéressant, pas. t'excuses pas. C'est peut-être long, j'espère que c'est clair. Ouais, je pense que c'est clair. Parce que C'est clair. c'est des discussions avec qui j'ai pas ça tous les jours. J'ai pas toutes ces discussions-là, je les ai pas avec n'importe qui. Pas encore. Et je pense que le but, ce sera de les avoir avec n'importe qui. Mais après, moi, je suis fan des inégalités sociales, donc... T'es bien parti, t'as un bon terreau pour parler ouais, de non, tout mais ce qui ça est me fascine inégalité, assez, tu vois, même les trucs de validisme aussi, c'est des nouveaux trucs où, bah, tu vois, que genre les gens disent encore PD comme insulte, et plein de trucs comme ça. Bon, sans aller jusqu'à interdire crétin qui vient d'une maladie des Alpes, qui était un déficit d'iode, donc les enfants étaient un peu mal formés. Mais tous ces trucs-là, je sais que c'est, tu vois, comme quand t'écoutes un son, tu fais ouïe, aïe, 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 aïe. Ce son, c'est le futur. Tu vois, quand t'écoutes, en tant que DJ, quand t'écoutes une musique, tu te dis, ah, celle-là, ça va tout niquer sur les dance floors. Et ben, il y a certains sujets, je dis, oulala, ça va tout niquer. sur la société. Dans la société. Dans le dance floor de Exact, la France. La France est un dance floor sociologique. Et il faut que les bons DJ jouent les bons morceaux aux gens, tu vois. Ok. C'est très sale. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ouais. Ça marche Merci beaucoup, Ouais. Panteros. C'était top. Merci pour ce moment. Bah voilà, écoutez, je me suis ouvert à vous, bien. C'était bien. tel un livre. Et bien sûr, si vous voulez retrouver tout ce qu'on a pu mentionner et le travail de Panteros et les vidéos immortelles de Kamelto qui lui-même est décédé, ça se passe dans les show notes. Merci beaucoup, Victor. Salut Merci, Fab. Merci Mimi. Merci Victor. et à bientôt. Panteros. À très bientôt.